Bonjour à T'attends. Ouais. tous. Voilà, je m'appelle Jérôme Perrin. Je vais animer cette visioconférence. Ça s'intitule la géopolitique du climat. Et vous allez voir, on va aborder différents sujets. C'est-à-dire non seulement bon, les aspects gestion des ressources, on va prendre le cas de l'eau et les impacts de l'eau en particulier sur différents aspects, la coopération internationale et les migrations climatiques. Alors, j'ai la chance de présenter dans cette visioconférence deux députés du MoDem. Max Orville, qui est à l'écran déjà, qui est député européen et premier vice-président de la délégation entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Donc on va clairement ne pas être que sur la France métropolitaine. Et Maud Gattel, qui nous rejoindra bientôt, qui est députée de Paris, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères et donc qui voit elle aussi au-delà de nos frontières, et qui est par ailleurs secrétaire générale du MoDem et présidente du groupe au Conseil de Paris, démocrate et écologiste. Alors, la question qu'on a choisi d'aborder, c'est celle de l'eau. On pourrait prendre le problème géopolitique du climat sous différents aspects. La question de l'eau, finalement, elle a un avantage, c'est que voilà, il faut que je puisse, voilà, euh, manifestement, j'ai un petit problème de passage de planche. Je recommence. Voilà. Dans le contexte du changement climatique et de ses impacts géopolitiques, l'eau intervient de deux manières, en fait, très différentes. Il y a la modification de la distribution de pluviométrie sur la planète. On voit bien qu'il y a des zones qui vont être moins arrosées, d'autres plus arrosées, parce que globalement, la pluviométrie ne change pas. Il y a toujours autant d'eau qui va circuler sur Terre. Et on peut même dire que la vitesse d'évaporation et précipitation va plutôt augmenter compte tenu de la température des océans qui augmente. Mais c'est surtout l'inégalité et les changements de répartition sur la planète qui vont affecter plus certaines régions que d'autres, et donc affecter la géopolitique sous-jacente. Et puis le deuxième aspect, c'est la montée du niveau des océans qui, lui, est due à la fonte des glaciers, des calottes glaciaires, donc des glaces émergées, et qui, on le sait, on parle de 1 mètre, on parle éventuellement plus au-delà du siècle, qui va affecter des zones côtières, et on va revoir un petit peu les différents aspects et comment ça impacte des territoires entiers qui concernent en particulier la France. Alors, pour ce qui concerne le premier sujet, sur lequel je vais demander ensuite à Max Orville et Maud s'il est arrivé de faire des commentaires et puis de discuter, et puis on viendra ensuite dessus. Finalement, la modification de la distribution de la pluviométrie sur la planète, c'est à la fois une question de disponibilité et de partage de l'eau dans certaines zones critiques et très peuplées. On peut penser, mais il suffira de regarder la carte que je vais vous montrer ensuite, hein, au Moyen-Orient. On peut parler aussi de toute l'Afrique du Nord et en particulier de l'Égypte. Voilà, des zones critiques et très peuplées. On peut parler aussi de l'amplification des phénomènes extrêmes, où il y a alternance de sécheresse et d'inondation. Alors ça, on le voit même en France. La France est un pays qui, justement, va avoir une augmentation des phénomènes extrêmes. Et on l'a bien vu cet été entre des sécheresses et puis des inondations dans le nord dans le Pas-de-Calais récemment. Et enfin, il y a des déplacements globaux des rendements agricoles qui vont finalement poser des questions de changement de souveraineté alimentaire avec des pays qui vont devenir plus riches du point de vue agricole, d'autres qui vont s'appauvrir. Alors, une carte ici que j'ai prise d'un article dans Nature qui, elle, fait une prospective à 2100, vous voyez, donc on est sur un scénario plutôt pessimiste, mais qui accentue évidemment les contrastes. C'est une planisphère, donc vous savez qu'une planisphère a tendance à déformer, à surdimensionner les surfaces des pôles, hein, donc le bleu est un peu surdimensionné, mais c'est la répartition des zones qui vont être en déficit hydrique, globalement, en sécheresse, c'est en rouge, et celles qui vont être au contraire plus humides, en bleu. Alors, on voit clairement que le bassin méditerranéen, c'est ce qui nous concerne en premier chef, hein, en particulier en tant que Français et Européens, c'est toute l'Afrique du Sud, c'est le nord-est de l'Amérique latine, la Californie et le Mexique principalement, et
Voilà, donc ça, et puis l'Australie pour une partie. Donc on voit bien que ça, c'est un phénomène majeur, et on voit bien que des pays comme le Canada, la Russie, vont se retrouver plus fertiles. D'abord, la température se réchauffant, plus de pluviométrie, vont devenir clairement des greniers à blé, hein, du monde entier. Et ça pose des problèmes géopolitiques, évidemment. Euh, une autre carte qui, elle, est plus récente et qui est vraiment la photographie de la situation en 2023 et qui voit déjà, on voit déjà les problèmes de disponibilité en eau douce et d'accès à l'eau potable dans le monde. Donc, on voit bien que finalement, on anticipe simplement dans cette vue de 2023 ce qui va s'amplifier euh, à la fin du siècle. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Je ne sais pas si Maude est arrivée, il ne nous a pas encore rejoint. On peut éventuellement passer au deuxième sujet et puis on commentera les deux ensuite et je laisserai Max peut-être commencer. Le deuxième volet de la problématique, hein, celui qui s'appelle, qui est lié à la montée des océans, une nature un peu différente, et vous verrez que ça n'affecte pas les mêmes régions. Il est lié à la récession du trait de côte, hein, qui affecte des zones à forte densité de population. Donc ça, c'est un problème en particulier dans les mégapoles en bord de littoral. Mais ça affecte aussi, ça a toute une conséquence sur la submersion d'îlots dans l'océan Pacifique et l'océan Indien. Et on en a entendu parler lors des différentes COP en particulier. Et enfin, ça a une conséquence qu'on ne mesure pas tout à fait, mais sur lequel Max Orville a des tas de choses à nous dire, sur la salinisation des zones côtières, des deltas, et sur la régression des mangroves qui affectent les écosystèmes des endroits où vivent un certain nombre de populations qui en dépendent. Et alors, la carte que je vous montre ensuite va vous illustrer tout à fait ça. C'est une carte, ceux que la mer menace, avec, vous voyez, sont soulignées les zones à forte densité de population côtière qui vont être affectées par la régression du trait de côte. On voit aussi les zones de delta, hein, on voit le delta du Nil, delta du Pô, bien sûr tout ce qui est le delta du Bangladesh, le delta du Bengale, pardon. Et on voit aussi, autre élément, on voit les îlots menacés de submersion dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Et enfin, on voit tout le trait vert qui est souligné, ce sont les zones de mangroves qui, elles, sont affectées. Alors, ça concerne tous les continents, en particulier bon, l'Afrique, l'Inde, Ceylan, toute l'Indonésie, l'Australie du Nord, et enfin les Caraïbes, la zone de la Guyane pour nous, enfin toute l'Amérique latine du nord-est, et un peu donc aussi nord-ouest de l'Amérique, la côte ouest des États-Unis. Voilà, donc ça c'est un peu la photographie de ce qui est anticipé sur l'impact de la montée des océans, et vous voyez donc les migrations qui vont être induites par tous ces phénomènes. Voilà, encore une fois, on peut regarder la situation actuelle en 2023 d'un atlas géopolitique, hein, publié par Pascal Boniface et Hubert Védrine, sur les migrants internationaux par grande région et pour les 20 principaux pays. Donc, vous voyez, il y a le cercle rouge montre l'immigration, le cercle en verdâtre montre les migrations, et on voit bien quels sont les pôles attracteurs. Alors, on ne voit pas encore la Russie devenir un grand pôle attracteur de migration par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sa richesse agricole, éventuellement commerciale, par le fait que les routes commerciales vont passer par les glaces du Nord. Mais on voit bien déjà une anticipation de phénomènes qu'on va voir s'amplifier plus tard. Voilà, donc j'ai terminé pour ce qui me concerne et je vais laisser la parole, je vais arrêter mon partage d'écran, puis je vais laisser la parole maintenant à Max Orville en espérant que Maude nous a rejoint entre-temps. Bonsoir Maude, j'ai vu que voilà, tu nous as rejoint, donc j'ai essayé de faire une petite introduction du sujet. J'espère pas avoir été trop long, non, c'est 10 minutes. Et maintenant, je vous laisse la parole à l'un et à l'autre pour aborder l'un et l'autre sujet dans leurs conséquences géopolitiques et comment la France peut, par ses actions et par ses collaborations internationales et ses coopérations,
essayer de peser ou d'agir par rapport à ces défis. Alors, qui veut commencer? Je ne sais pas. Je vous laisse la parole, Maud et Max. Max était le premier, on va peut-être lui laisser la parole, il va nous Non, parler. non, non, mais on va laisser la parole à Maud si elle est dispo. Et Non, moi, non, je je t'en prie, viens Max. juste. Vas-y. Bon, bonsoir Maud, bonsoir Jérôme, Maxime et bon anniversaire à David. J'ai cru comprendre que c'était un heureux événement aujourd'hui. Merci à vous de nous accueillir sur cette thématique relative à la géopolitique de l'eau. Bon, en ce qui me concerne, Jérôme a déjà exposé l'essentiel. Moi, je voudrais surtout porter quelques témoignages et faire part de mon expérience en la matière. Jérôme, donc, tu as bien dressé sur tes différentes cartes les problématiques. Moi, ce que je souhaite, c'est attirer l'attention pour dire que vous m'entendez parfaitement ou pas? Très bien. Ah bon, parce que je n'avais pas de retour. Donc, tu as évoqué, Jérôme, un petit peu la situation mondiale. Je voulais dire que pour les Outre-mer, puisque je suis originaire des Outre-mer, la question de l'eau est cruciale et nous l'avons vu, nous avons vu le dérèglement climatique à l'œuvre pour ce qui nous concerne et pour les Outre-mer français. Je parle là de ce que j'ai vu, c'est-à-dire en juillet dernier, la situation notamment à Mayotte, où Mayotte a connu et connaît connaissait du moins depuis mars 2023, une sécheresse sans pareille, où là, la question, c'était qu'il n'y avait plus de ressources. Dans d'autres territoires ultramarins comme la Guadeloupe ou la Martinique, on a pu avoir des problèmes d'organisation de la ressource, mais à Mayotte, il y avait une perte de cette ressource avec une pluviométrie qui était quasiment inexistante et qui a contraint les pouvoirs locaux à faire ce qu'on appelle à Mayotte des tours d'eau, c'est-à-dire de l'eau qui était distribuée aux habitants tous les 3 jours, voire 4, selon la difficulté, et voir un petit peu comment on allait organiser j'allais pas dire cette pénurie, puisqu'il n'y avait pas d'eau, mais comment on allait permettre de donner de l'eau. Et c'est grâce au ministre Vigier, du moins, qui a commencé à s'en occuper et à porter, donc à importer, j'ai envie de dire, des litres d'eau, soit venus de la Réunion, soit venus effectivement de France, et organiser effectivement tout un système pour faire des forages, pour rechercher cette ressource dans les eaux souterraines. Bref, organiser des retenues collinaires, c'est-à-dire pour essayer de récolter la maigre eau disponible et envisager la désalinisation de l'eau de mer. Procédé absolument compliqué et qui jusqu'à maintenant n'a pas pu être mise en œuvre. Mais on en parlera tout à l'heure lors de l'entretien. Le fait, on a substitué parfois en amenant de l'eau, en important de l'eau pour la donner à la population mahoraise, on a créé d'autres problématiques, comme la diffusion des plastiques, des bouteilles en plastique, qui ont donc pollué effectivement le territoire mahorais. Donc, tout ça pour dire que même en France, chez nous, dans les territoires français, la question de l'eau, le dérèglement climatique a été observé chez nous. Il y a donc des Français, des Mahorais, qui ont vécu cette pénurie d'eau et un dérèglement climatique qui a désarçonné toute une population et créé, en essayant d'y répondre, on a créé d'autres problématiques. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire en ce qui concerne cette problématique économique aussi, parce que pour acheminer cette eau, lorsqu'elle vient de la France, eh bien, il faut un mois quand un porte-container part de la Fosse-sur-Mer.
Donc, difficulté d'acheminement et en même temps, respect des normes européennes. On ne pouvait diffuser ou faire distribuer de l'eau aux Mahorais, par exemple de Madagascar ou d'autres îles, parce que après avoir fait des analyses de l'eau de ces territoires, ces dernières s'avéraient inadaptées aux normes européennes. Donc, vous voyez que de tous côtés, le mal était, envie de dire, infini. L'autre chose que je voulais dire, c'est que donc nous avons du côté donc, de Mayotte, on a bien vu ce manque de ressources. De l'autre côté, Jérôme, tu parlais de la Caraïbe. Nous avons eu là aussi à voir un autre type de difficulté, notamment en Guadeloupe, c'est des eaux polluées et des eaux qui sont, comment dirais-je, impossibles à consommer. La question de la potabilité de l'eau a posé bon nombre de problèmes dans les territoires des Caraïbes ces dernières années, même si aujourd'hui c'est en progrès. Donc, moi, je voulais attirer l'attention sur le fait que même dans notre pays, des départements hors de l'Hexagone sont très frappés par ces problèmes d'eau, ces dérèglements climatiques, ces eaux boueuses ou polluées dans les Antilles françaises, en Guyane également, même s'il y a l'Amazonie, mais il y a d'autres problématiques, et donc la question de Mayotte. Donc voilà ce que je voulais déjà dire sur cette question d'eau. Je répondrai à d'autres questions plus tard au cours du débat et je laisse Maud, si elle veut, prendre le relais ou je veux bien répondre à d'autres questions concernant cette problématique ultramarine. Merci beaucoup, Allô, allô? Max. On va donc laisser la parole à Maud maintenant pour Mer- remettre les questions après son exposé. Je pense qu'on aura largement un bon quart d'heure de temps pour les questions. Voilà. Merci Jérôme. Je me joins au souhait de joyeux anniversaire pour David et vous prie d'excuser mon retard. Merci en tout cas beaucoup pour l'organisation de ce moment. Effectivement, la question de l'eau a été particulièrement d'actualité dans notre métropole avec les terribles inondations dans le Pas-de-Calais qui ont fait subir à plus de 200 000 personnes des événements assez dramatiques et par ailleurs répétés, à un moment où d'autres parties du territoire métropolitain manquent résolument de ressources en eau. Et on le sait, ce sont les conséquences des changements climatiques qui tendent à renforcer ce type de phénomène. Et on sait que malheureusement, ces phénomènes climatiques ont vocation, compte tenu du changement climatique, à se multiplier. Alors c'est le cas, et Max en parlait, avec des conséquences évidemment extrêmement lourdes dans nos territoires ultramarins. C'est le cas en métropole, et puis c'est le cas dans le reste du monde. La question de l'accès à l'eau, de la ressource à l'eau, a toujours été au cœur des conflits géopolitiques. On sait combien la question des fleuves a pu faire l'objet de batailles extrêmement rudes, notamment au Proche et au Moyen-Orient, mais également en Afrique subsaharienne. Donc tout ça n'est pas nouveau, mais à nouveau, le changement climatique renforce ces phénomènes par des phénomènes climatiques extrêmes, notamment la sécheresse. Et la sécheresse, évidemment, a des conséquences extrêmement lourdes sur l'autosuffisance d'un certain nombre de pays, d'où la multiplication des phénomènes de ce qu'on appelle aujourd'hui réfugiés climatiques. Alors, l'expression réfugié climatique, elle est très sujette à caution, parce qu'en général, les phénomènes s'additionnent. C'est-à-dire que le climat a un impact sur l'économie, qui a un impact sur les conflits. Et ce triptyque, en fait, va souvent ensemble. Alors, l'un étant la cause de l'autre ou la conséquence de l'autre. Et donc, c'est difficile de qualifier un certain nombre de réfugiés climatiques parce que malheureusement, en général, ça s'additionne à une crise économique et ou à des conflits. Néanmoins, on sait, et ça a été mesuré par des ONG qui considèrent que euh, enfin, l'Organisation internationale pour les migrations estime qu'entre
que entre 25 millions et 1 milliard de personnes pourraient être déplacées à la suite d'un changement environnemental d'ici 2050. Donc, jusqu'à 1 milliard de personnes déplacées. Et on le voit d'ores et déjà, ça existe. Et la question du changement climatique, elle a évidemment un impact sur les migrations. Alors, on pense tout de suite aux migrations qui concernent le continent européen. Il faut quand même savoir que 90% des migrations se font au sein d'un même territoire et au sein d'un même pays ou d'une même région. Et c'est le cas notamment en Afrique et au Proche et au Moyen-Orient. Donc évidemment, ça a un impact très très fort. Changement climatique, famine, guerre, conflits, difficultés économiques et impact sur les migrations internes ou externes. Et puis le changement climatique aussi, et c'est là que c'est encore particulièrement plus difficile pour ces pays, c'est qu'ils touchent encore davantage les pays les moins avancés par rapport à nous, les implications qu'on peut avoir en Europe notamment. Eh bien, les impacts, les conséquences du changement climatique sont encore plus importantes. C'est la raison pour laquelle la question des pertes et dommages a émergé il y a quelques années dans le cadre des COP pour dire que finalement, le changement climatique, les pays les moins avancés en étaient moins responsables, mais en subissait davantage les conséquences. D'où la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement pour à la fois être en soutien sur la politique d'aide au développement et en même temps d'être aussi de consacrer des crédits pour adapter les pays au changement climatique et leur permettre donc par leur développement, également de l'atténuer et de s'adapter. C'est le grand succès de la COP28, c'est-à-dire que ce sujet a été écrit noir sur blanc par l'ensemble des États. La question, la question des pertes et dommages, qui faisait suite au sommet pour un nouveau pacte financier organisé en juin 2023, maintenant, à l'initiative du président de la République Emmanuel Macron, pour justement réfléchir à la manière de lever de nouveaux financements, d'autres sources de financement hors aide publique au développement, mais pour justement permettre à ces pays de s'adapter et d'atténuer et de s'adapter au changement climatique et de mettre en œuvre les politiques nécessaires pour que ces pays ne souffrent pas encore plus que nous des conséquences du changement climatique. Donc, le changement climatique le changement climatique, ses conséquences par rapport à l'accès à l'eau ont des conséquences géopolitiques qui sont certes pas nouvelles, mais qui s'accélèrent sur le plan à la fois des migrations internes et externes, mais également des politiques de développement interne de ces pays compte tenu des conséquences beaucoup plus lourdes du changement climatique sur ces pays. Je ne veux pas être plus longue, c'était juste pour dresser quelques axes de réflexion et évidemment à la disposition des uns et des autres, et notamment de Max. Oui, c'était juste pour compléter ton propos, Maud, et dire ici ce que l'Union européenne, nous avons voté, nous avons proposé face à ce dérèglement climatique, la création d'un fonds européen d'adaptation au changement climatique en partant du fonds de transition que nous avons voté dans cette mandature, un plan de 17 milliards et demi pour accompagner les plus vulnérables en ce qui concerne cette transition écologique et énergétique. Et enfin, comme tu as évoqué la question de l'eau et de l'agriculture, apprendre à nos amis une bonne nouvelle que le Parlement européen a votée cette semaine, c'est la question des NGT, c'est-à-dire les nouvelles techniques génomiques qui permettront d'avoir des variétés de plantes, comment dirais-je, de variétés au niveau de l'agriculture, de devenir beaucoup plus résistantes et moins consommatrices en eau. Donc, plus résistante, pardon, à toutes les bactéries et autres microbes qui affectent les plantations de nos agriculteurs et en même temps moins consommatrices en eau et donc plus à même de résister à toutes les sécheresses qui pourraient advenir à l'avenir. Voilà ce que je voulais dire, les deux informations que je voulais porter au niveau de ce que le Parlement européen a fait. Merci pour cette bonne nouvelle, Max.
et pour celle que vous nous a rappelé aussi, à propos de la COP28 et du sommet organisé par Emmanuel Macron. Je vais prendre des questions qui sont sur le chat. Il y en a une auquel vous avez partiellement répondu, hein, c'est de Jean-Pierre qui dit quelle politique doit-on mener, adaptation, atténuation ou retrait? Je pense que voilà, l'adaptation avec les aides aux pays les plus vulnérables, c'est le choix qui a été fait à la COP28, ça paraît clair. Le retrait, entre autres, par rapport à l'évolution du trait de côte, oui, ça ne sert à rien de se battre contre la montée des océans. Je crois que plusieurs municipalités l'ont compris, l'anticipent, et laisser la mer revenir là où elle doit revenir, je crois que c'est ce qui se passe en Camargue en particulier, évidemment, sans pour autant ne rien faire par rapport aux conséquences des gens qui en vivent. Alors, il y a une question de Stéphanie qui dit comment peuvent faire face les agriculteurs face à la sécheresse et aux restrictions de l'eau pendant les canicules. Donc, c'est toute la question du stockage de l'eau, voilà, des conflits qu'il peut y avoir eu sur les méga-bassines. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez en dire en tant que député par rapport à cette problématique du stockage de l'eau et des besoins agricoles? Je vais peut-être esquisser deux, trois éléments. Première chose, c'est que les agriculteurs, et il faut continuer à les accompagner dans cette voie, sont évidemment sensibilisés à la nécessité de produire de manière plus économe. C'est-à-dire que, évidemment, ils ont besoin d'eau pour nous nourrir, mais il faut qu'on fasse en sorte qu'ils soient plus sobres en ressources, euh, puisque la ressource, désormais, on le sait, n'est pas illimitée. Euh, il y a effectivement le projet des méga-bassines répond à des situations très, très, très spécifiques. Pour mémoire, les méga-bassines, c'est récupérer l'eau au moment où elle tombe en quantité pour l'utiliser au moment où elle, notamment l'été, pour éviter de creuser et de puiser dans les nappes phréatiques. Donc, sur le papier, c'est absolument vertueux, d'autant plus que ça s'accompagne d'engagement de la profession agricole à faire en sorte de diminuer d'un certain pourcentage la quantité d'eau utilisée. Est-ce que c'est un modèle à reproduire partout? Sûrement pas, parce que, alors moi je suis pas une spécialiste, hein, mais on nous dit qu'il y a des retenues collinaires pour lesquelles c'est adapté, d'autres endroits qui ne le sont pas du tout. Mais en tout état de cause, moi je considère qu'il faut vraiment, sur cette question-là, faire en sorte d'accompagner la profession vers un usage plus sobre de la ressource et lui donner les moyens également de faire en sorte qu'elle puisse puiser de la manière la plus efficiente possible. Se dire que quand l'eau est en quantité, on la stocke pour l'utiliser quand elle n'est pas en quantité, c'est évidemment intellectuellement intéressant. Après, il faut que ça se fasse dans le respect à la fois de l'environnement et des paysages. Donc le système de méga-bassines n'est pas forcément à dupliquer partout. Après, il peut avoir son intérêt dans des conditions très spécifiques. Oui, Oui, j'en ai une question un peu de nature un peu différente et qui suppose peut-être de connaître le sujet. Donc, il y a Ingrid qui nous signale qu'on découvre de plus en plus de grandes nappes phréatiques profondes, par exemple sous le Sahara et même sous le Rhin. Et sont-elles exploitables et est-il envisageable de les exploiter? Alors, évidemment, l'alternative, par exemple pour le Sahara, c'est la désalinisation, on l'a déjà évoqué, avec son coût euh, énergétique et son impact sur les locales, hein, sur la salinisation de l'eau qui a été désalinisée pour un usage de potabilité ou d'agricole. Je sais que l'Espagne est très équipée d'unités de désalinisation, euh, mais là, on parle de grandes nappes phréatiques souterraines sous le Sahara et même sous le Rhin. Alors, est-ce que vous avez des informations, par exemple, au niveau européen, Max, sur cette question? alors Jérôme, merci de me donner la parole. Je n'ai pas d'informations là directes, mais je voulais rebondir sur, pour continuer ce que Maud disait, pour une meilleure exploitation de l'eau.
de la ressource eau pour l'agriculture. Alors, bien évidemment, il faut avoir un comportement beaucoup plus sobre, travailler à une meilleure récupération de l'eau, comme l'a évoqué Maud, mais également travailler sur la réutilisation des eaux usées. Et ça paraît très important parce que on a pu constater que en Outre-mer et même dans l'Hexagone, les eaux usées dans nos territoires ne sont que très partiellement réutilisées. Et il y a un pays dans le monde qui s'appelle Israël et qui a réussi à récupérer, euh, du moins à ne perdre dans ces eaux usées que 1%. C'est-à-dire que les eaux usées sont récupérées, retraitées et mis à disposition donc des agriculteurs, des animaux, de tous ces cheptels. Et donc cette optimisation de la ressource eau doit, à mon sens, être est véritablement porteur d'un avenir parce que je crois que cette question des eaux usées dans l'Hexagone, on voit bien que ça représente plus de 10 ou de 15% de pertes. Alors que si on arrivait à optimiser ce réemploi, eh bien, à destination de notre agriculture, ça serait une chose importante. Et puis, je l'ai souligné, la question des NGT qui, en rendant les plants et les productions plus résistantes et moins consommatrices en eau, on aide effectivement notre agriculture et nos agriculteurs pour qu'ils puissent continuer de nous nourrir sainement. Mais encore une fois, il faudrait peut-être s'inspirer. On y a pensé avec l'ancien ministre des Outre-mer en ce qui concerne Mayotte, qui souffrait donc de pénurie d'eau, de fuite dans le réseau et donc plus de 35% de fuite dans le réseau mahorais, et donc voir un petit peu comment on peut optimiser cette ressource et voir avec d'autres territoires comment ils font pour réutiliser cette ressource en eau et notamment en eau usée. Voilà ce que je voulais dire, Jérôme. Oui, à ce propos, juste, je rebondis parce qu'il y a une question qui t'est destinée. Comment les autres îles des Comores gèrent-elles le problème de l'eau? Puisque tu parlais de Mayotte, mais très voisine, il y a Anjouan et toutes les autres îles des Comores. Et finalement, ils ont connu la même sécheresse. Ils ont connu peut-être la même sécheresse, mais je pense que Mayotte a eu une double peine. D'abord parce que Mayotte, par son immigration, a doublé de population et que le réseau d'eau n'était pas prévu pour une population en si forte expansion. Et cette émigration vient principalement des Comores. Donc, j'ai envie de dire, les Comores se sont débrouillés, sûrement. Ils ont eu effectivement cette, cette sécheresse. Ils n'ont pas eu, comment dirais-je, les problèmes, à mon avis, des normes européennes en cas de sécheresse. Ils pouvaient peut-être utiliser les eaux d'autres territoires sans, alors qu'à Mayotte, territoire français, territoire de la République et en même temps membre de l'Union européenne, on était tenu à Mayotte aux normes européennes dans la distribution de l'eau, dans, encore une fois, et le réseau d'eau de Mayotte était prévu à l'époque pour 200 000 habitants. Maintenant qu'on a doublé, eh bien, ça a été ça la grosse difficulté. Alors que D'accord. je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une immigration sur les Comores. D'accord. Donc, finalement, ces questions nous amènent aussi à la question de la conflictualité liée à l'eau, hein. Donc, Daniel nous faisait remarquer on parlait de guerre du pétrole auparavant et que maintenant, est-ce qu'il y a un risque vrai de guerre de l'eau? Alors, on a des signes avant-coureurs, j'allais dire, hein, puisqu'on entend parler du Nil, le Nil qui est partagé entre l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte. D'ailleurs, le problème, le delta du Nil est soumis à une double peine, puisque tu parlais de double peine, c'est la potentielle diminution du débit du Nil et la montée des océans qui va finalement contribuer à aggraver la salinisation du delta. Donc c'est un exemple où potentiellement ce sont des dizaines de millions d'Égyptiens qui doivent émigrer et ou qui entrent en conflit avec d'autres pays voisins.
On a peut-être aussi le cas du Proche-Orient. Tu évoquais Israël, mais la ressource en eau avec la densité de population qu'il y a entre la Palestine, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban, avec un réservoir qui finalement est le plateau du Golan et les monts les sommets du Liban, les monts Liban. Est-ce que on n'a pas là potentiellement une guerre de l'eau qui se profile? Et moi, j'évoquerai un troisième potentiel conflit qui est peut-être moins bien perçu parce on est focalisé sur l'Ukraine, mais je me dis, finalement, la Russie, c'est un pays dont la population s'effondre, enfin est à 130, 140 millions, on va tomber à 120. Pendant ce temps-là, vous avez 2 à 3 milliards de pays, de gens qui sont dans le sud de l'Asie et qui peuvent être aussi d'ailleurs dans l'est de la Méditerranée, hein, et qui vont avoir un environnement très dégradé par les sécheresses et par les autres phénomènes liés à l'eau qu'on a vus sur les cartes. Et est-ce que finalement, le grand pôle attracteur des migrations à la fin du XXIe siècle, ça ne va pas être la Russie qui ne pourra pas résister parce qu'avec 100 millions de personnes, on ne conserve pas un territoire aussi grand et que de toute façon, donc est-ce que finalement, est-ce que la Russie ne va pas être envahie à terme par degré ou de force euh, par les phénomènes migratoires liés au changement climatique et à l'eau en particulier? Alors c'est un peu de la prospective un peu inquiétante ce que je fais, mais je veux dire que est-ce qu'on ne sous-estime pas cet aspect-là dans les réflexions géopolitiques actuelles? Qu'est-ce que Alors, tu je me penses? permets de rebondir. Euh, Daniel parlait hier, c'était les conflits liés au pétrole. Demain, ce sera lié à l'eau. Ça fait déjà longtemps que ça a commencé, les conflits liés à l'eau. Il y a évidemment le Jourdain qui est disputé par Israël et ses voisins, la Syrie et la Jordanie. Il y a l'Euphrate avec la Turquie, la Syrie et l'Irak. Mais il y a aussi, et on y pense moins, en Asie, le Mékong. Et on a même créé une commission internationale réunissant 6 pays pour faire en sorte de parler des enjeux liés au Mékong. Et ça date de 95. Donc on voit que c'est pas récent. Il y a aussi les États-Unis et le Mexique, donc comme quoi, voilà, c'est pas réservé à certains continents. Et puis évidemment, en Afrique, c'est la question du Nil et qui est disputée, et ce depuis très longtemps, par notamment l'Égypte et l'Éthiopie. Donc, enfin, ces conflits, en fait, ils sont exacerbés évidemment par le changement climatique et la raréfaction des ressources. Moi, je voudrais parler d'un autre territoire de conflit que sont les fonds marins. Alors, toujours en lien avec l'eau, mais les fonds marins sont aussi désormais des territoires de conflictualité entre les différentes puissances, puisqu'ils sont des zones de ressources absolument phénoménales, des zones extrêmement riche en biodiversité, extrêmement précieux. Et dans la mesure où la haute mer représente 60% de la surface des océans, soit la moitié de la surface du globe, mais que une petite partie simplement relève des zones exclusives des pays côtiers, il y a toute une partie en fait qui n'est pas gérée et qui fait l'objet de beaucoup d'assiduité d'un certain nombre de grandes puissances, dont des puissances qui cherchent à exploiter en fait les fonds marins. Et c'est à l'initiative de la France qu'un traité international de protection de la haute mer a été adopté par l'ONU et qui justement fixe un moratoire sur toute exploitation des ressources pour protéger le milieu marin, lutter contre la pollution chimique et puis avoir une gestion des stocks, et notamment les stocks halieutiques, beaucoup plus sobre. Donc il y a à la fois le traité international de protection de la haute mer et puis le moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, qui sont aussi des initiatives internationales extrêmement fortes, dont on parle peu parce que c'est vrai que ça nous paraît, euh, ça nous paraît lointain, mais qui touchent évidemment à la problématique de l'eau, qui touchent
à la question des ressources, mais qui touche, qu'elles soient minières ou halieutiques, mais qui touche aussi à la protection de nos fonds marins et donc la protection et la préservation de la biodiversité. Oui. Eh ben, à mon tour, je rebondis sur tout ce qui a été dit, pas sur les fonds marins, mais aux questions posées notamment, par exemple, sur l'Afrique. Vous savez que l'Union européenne a mis en place depuis déjà 2 ans et demi le programme Global Gateway, doté de 300 milliards d'euros, dont 150 milliards pour l'Afrique, pour aider ce continent à pouvoir se structurer, à pouvoir aménager et utiliser la ressource eau, utiliser les énergies solaires, éoliennes, etc., pour toujours mieux développer ce continent afin qu'il fasse davantage face aux problèmes de demain. Les problèmes de demain, ce sont les problèmes de l'énergie, ce sont les problèmes de l'eau, ce sont les problèmes de montée des eaux, ce sont toutes ces ressources pour lesquelles l'Europe va aider le continent africain. Et le 18 février, en Angola, justement, pardon, on installe la nouvelle commission issue des accords de Samoa entre l'Union européenne et l'Afrique pour travailler et trouver des solutions et donc financer pour aider l'Afrique à se surmonter ses problèmes relatifs à l'eau, à l'énergie, à l'utilisation de tous ces éléments de la nature pour pouvoir y faire face. Donc, l'Europe est pleinement mobilisée là-dessus. Comme l'a dit Maud, la question des fonds marins aussi se pose. C'est notre collègue Catherine Chabot qui, au niveau de l'Union européenne, traite avec compétence et diligence cette question aussi de préservation de la ressource des fonds marins et surtout que ça ne devienne pas des guerres pour pouvoir mieux les utiliser. Je me permets de représenter les cartes, parce qu'il y a une question sur l'Afrique, et sur en particulier ces cartes que j'ai montrées au tout début de la pluviométrie et qui posaient la question. Donc, c'est très exactement Uriel qui posait la question, qui disait, et la carte montrée semblait indiquer que toute l'Afrique centrale subsaharienne étant bleu foncé, contrairement à l'Europe continentale, l'avenir est donc très favorable en matière de précipitation pour l'Afrique. En fait, c'est très inégal. Alors, je vais me permettre de repartager mon écran pour vous remontrer cette carte, comme ça on pourra raisonner sur pièce. Et voilà, donc, alors, non, manifestement, je n'arrive pas, j'arrête le partage de celui-ci pour reprendre l'autre. Voilà, donc là, voilà, donc là on avait cette carte-là que je crois vous devez voir, pardon, oh là là. Donc ça, c'est normalement celle-ci que vous devez voir, voilà. Cette carte qui montrait la répartition, enfin, le changement de distribution des précipitations d'ici à 2100. En bleu, les zones où ça va être plus humide en moyenne dans l'année, et les zones rouges où ça va être plus sec. Alors, on voit bien que l'Afrique, effectivement, est bleue au centre, c'est les zones équatoriales. Alors que vous avez vu que les deux extrêmes de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et son Afrique de l'Ouest, ainsi que l'Afrique du Sud, sont clairement des zones qui sont soumises à la sécheresse. Alors, l'Europe continentale, en fait, elle est un peu dans un entre-deux. Vous avez des pays comme l'Espagne, le sud de l'Italie, la Grèce, la Turquie, qui, elles, sont finalement africanisées, j'allais dire, qui ont le même phénomène que ce qui se passe encore en Afrique. La France est un petit peu dans une zone intermédiaire avec des sécheresses au sud et éventuellement un excès d'eau au nord, comme on a pu le voir. On est dans une zone un peu intermédiaire. Je pense qu'il faut aussi faire attention, hein, comme je le disais, c'est un planisphère, donc ça déforme considérablement et ça amplifie les zones des pôles. Donc normalement, tout ça doit être sur une sphère et évidemment, l'Afrique
et les zones de sécheresse apparaîtraient beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont actuellement. Mais c'est simplement pour dire que dans l'Afrique, il y a des zones très contrastées. Tout ça parce qu'en fait, il y a autant d'eau qui va être évaporée et qui va tomber chaque année, même plus d'évaporation et plus de précipitation. La seule chose, c'est la répartition qui change. Voilà, donc c'était juste une parenthèse pour préciser cette affaire et qui complète ce que disait donc Max sur les efforts pour l'Angola, donc qui est dans une zone qui va être plutôt excédentaire en pluie, pour gérer la question de l'adaptation au changement climatique. Alors, il faut bien se dire, hein, et ça je le dis, la question de l'eau, ce n'est pas uniquement la sécheresse, c'est aussi les grandes intempéries, hein. On dit sécheresse, par exemple, aux Antilles, lorsqu'il y a cyclone, tu as de l'eau tout le temps. Mais les dégâts créés par l'eau et le fait qu'à ce moment-là, les boues entraînant donc une eau qui ne sera plus potable pendant plusieurs jours, etc., ça perturbe l'activité humaine et ça crée des dégâts des fois irréversibles. Donc il faut avoir, j'ai envie de dire, la maîtrise de cette ressource qu'est l'eau. Et donc, comme tu l'as bien dit, sur ton schéma, en Angola, l'Afrique connaît une pluviométrie exceptionnelle par rapport au Sénégal ou l'Algérie, etc. Mais pour autant, la question de l'utilisation de cette ressource est toujours problématique parce que s'il y a trop d'eau, l'agriculture est noyée. S'il n'y en a pas, l'agriculture est brûlée. Donc, c'est trouver ce juste équilibre avec cette force de la nature qui est la question de l'eau. Et on n'a même pas encore évoqué le côté de montée des eaux, ça sera tout à l'heure vraisemblablement, qui peut aussi envahir tous les territoires iliens, hein. Je pense par exemple aux Outre-mer, où l'ancien président de la faculté de la Martinique expliquait que dans 20 ans, la Martinique et une partie de Saint-Martin et de la Guadeloupe seraient englouties. Donc, voir comment on peut se prémunir. Et lors du colloque que j'avais organisé aux Antilles, nous avions proposé qu'il y ait des laboratoires de solutions climatiques, c'est-à-dire qu'on puisse se projeter avec des experts pour voir comment on peut justement protéger nos îles, etc. Et en Afrique, c'est la même question. Comment face aux intempéries, si tu es en RDC avec le fleuve Congo, lorsqu'il y a une pluviométrie exceptionnelle avec euh, la manière dont ce fleuve se répand et engloutit des villages en grand nombre et coûte en pertes humaines. Tu as évoqué la question de la submersion d'îlots. Or, une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la France a le deuxième espace maritime au monde, après les États-Unis, et ça repose sur pas mal d'îlots. Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que n'est pas programmée une régression de cet espace maritime contrôlé par la France actuellement, par la perte des îlots, que ce soit un atoll, que ce soit, oui, tel ou tel îlot émergé qui est à quelques mètres au-dessus du sol, etc. Donc je voulais savoir un petit peu, est-ce qu'on a commencé à anticiper dans les simulations que, bah, Mm. suivant les scénarios, notre espace maritime pourrait varier. Alors, celui des Pour la... États-Unis serait affecté aussi, sans doute, hein, je pense, mais c'est pour Exactement. un peu avoir une idée de ce que ça pourrait avoir comme impact. J'avoue que j'ai pas les chiffres là-dessus. Pour avoir évoqué ça lors de ce colloque avec ce professeur qui nous avait fait aussi un exposé très poignant, on s'apercevait que les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, pouvaient à 30 ans être effectivement submergées. Pas de piste d'atterrissage et une réduction des terres euh, immergées, émergées, pardon. Donc, on commence à y travailler, mais cela veut dire aussi changer toute l'architecture de nos territoires où les villes, les habitations se trouvent sur le littoral, qu'il faudrait renforcer, par exemple, et remonter de quelques mètres
les terres de manière à pouvoir nous protéger les habitations. Donc ça, c'est une étude scientifique qui est en train de se faire. En ce qui concerne le domaine maritime, bon, non, la représentation française est tellement bien établie partout que ça soit en Guyane, où là, il n'y a aucun risque pour qu'il y ait une immersion des eaux, enfin, que les eaux recouvrent la Guyane. Mais à part les Antilles françaises qui seraient durablement impactées, du côté de la Réunion, je n'ai pas vu ça. Du Non, côté de ça va, Mayotte, non. c'est les Du montagnes, côté... la Réunion. Donc, non, ce domaine maritime qui fait la fierté de la France grâce à ses territoires ou ses régions ultrapériphériques n'en est pas trop affecté. D'accord. Maintenant, il est clair que, comme tu le sais, dans cette zone antillaise Caraïbe, elle est aussi volcanique. Donc, nous sommes soumis aux tsunamis marins, Hum, c'est-à-dire donc aux éruptions volcaniques hum. sous-marines, qui peuvent effectivement affecter à ce moment-là de manière exceptionnelle et imprévisible ce qui pourrait se passer. Alors, je vais prendre les quelques dernières questions qui existaient. Il y en avait une qui était de Robert qui parlait de est-ce qu'on a une idée de la vitesse de progression de la mise en culture des terres froides? Ça faisait un peu écho à ce que je disais sur la fertilisation potentielle de la Russie. Alors, moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que les rendements agricoles en blé en Russie ne font qu'augmenter. Je veux dire qu'en ce moment, la Russie, ça a augmenté sa production de 20% en blé, etc. Ce qui veut bien dire que soit les rendements à l'endroit où ils sont cultivés sont plus favorables, soit d'autres terres sont mises en culture. Donc, je ne peux pas préjuger de la vitesse, mais on voit bien que le dégel du permafrost affecte par d'autres aspects, hein, le nord de la Sibérie, en sens qu'il y a des villes où les bâtiments commencent à piquer du nez. On a les émanations de gaz naturel et on a aussi finalement le réchauffement de ces zones qui étaient auparavant de la taïga qui peuvent être mises en culture. Donc je ne peux pas vous donner l'échelle de temps, mais si on parle à la fin du siècle, voilà, qui était un peu l'horizon de temps qu'on peut se donner, on a largement le temps de mettre en culture ces zones qui deviendraient fertiles. Après, il y a une question qui sont plus sur la géopolitique et c'est effectivement de nos partenaires un peu compliqués, en particulier les conversations de la France sur l'adaptation ou les aides avec des partenaires peu enclins à la coopération. Donc, bon, par rapport à ces problèmes de géopolitique du climat, on voit bien qu'on a eu les problèmes de Trump avec, par rapport à la COP 21, donc, voilà, et la réponse que Macron a essayé de faire. Les partenaires hongrois en Europe, la Chine, etc. Finalement, par rapport à ces enjeux-là, est-ce qu'on a plutôt, dans la réalité des cénacles internationaux, des phénomènes de coopération, ou est-ce qu'on est dans des stratégies divergentes? Euh, la question est particulièrement pertinente. Elle dit aussi quelque chose dont vous, évidemment, vous êtes parfaitement conscient, mais dont nos concitoyens ne sont pas toujours conscients. La France doit être exemplaire, accélérer sa transition et faire en sorte que chacun d'entre nous, chacun des émetteurs, chacun des secteurs émetteurs doit faire sa transition. C'est évident. Mais l'enjeu, il se joue autant, voire davantage, dans les instances internationales et sur cette capacité d'adhésion à cette trajectoire avec des pays qui n'ont pas nos ressources, n'ont pas notre histoire, n'ont pas nos facilités, n'ont parfois pas une opinion publique qui est convaincue. Et je trouve que c'est toujours intéressant parce que les COP, on s'y intéresse peu, globalement, hein, le grand public s'y intéresse peu. Or, c'est malgré tout là que ça joue. Parce que quand bien même la France serait absolument irréprochable, et nous ne le sommes pas, hein, c'est pas du tout c'est pas du tout ce que je veux dire, euh, il y a un grand chemin qui a été fait et dans l'opinion publique et dans un certain nombre de politiques publiques, mais enfin, on sait qu'on a besoin de renforcer cet effort. Bah, quand bien même la France serait irréprochable, évidemment, ça ne suffirait pas à stopper le réchauffement, renverser la tendance.
Et par exemple, alors, ce calcul est un peu, peut être, peut être, peut être renversé, mais aujourd'hui, y compris avec, parce que la Chine reste malgré tout l'usine du monde, mais aujourd'hui, les Chinois, individuellement, rapportés au nombre de Chinois, émettent davantage de gaz à effet de serre que les Français. Alors oui, c'est parce que c'est chez eux qu'on fait fabriquer tout un tas de choses, nos vêtements, etc. Et donc on importe aussi ces gaz à effet, enfin ils exportent aussi ces gaz à effet de serre. Mais ce que je veux dire, c'est que bien évidemment cette trajectoire, elle doit aussi respecter ce que sont les uns et les autres dans le cadre de leur développement. Alors on a appris nous et on est aussi là pour aider d'autres pays à faire en sorte que leur développement soit beaucoup plus sobre sans passer par les différentes étapes comme nous, où nous, on a eu le temps de beaucoup polluer avant d'avoir une trajectoire beaucoup plus sobre. Mais donc, la dimension internationale, elle est, elle est centrale, mais elle nécessite évidemment d'avoir une appréhension différente entre l'Éthiopie, la Chine et la France. Et c'est pas toujours simple, d'où le travail de nos diplomates aussi, pour essayer de faire avancer tout le monde en respectant ce que sont les uns et les autres. Oui, j'ajouterais à ce que dit Maud, qui est tout à fait frappé au coin du bon sens, et c'est la vérité. Mais Jérôme, tu évoquais tout à l'heure la Russie qui est le grenier du monde, et on repense à la crise du blé avec la guerre en Ukraine. Et l'un des continents qui a été également le plus touché par cette crise du blé, c'est l'Afrique. Et donc, parce qu'ils importaient et avec toutes les difficultés qu'ils ont eues. Donc, il faut, tout le monde a bien conscience des dangers, comme le disait Maud, mais pour cela, il faut véritablement que tout le monde se mette autour d'une table et arrive à comprendre les enjeux de la nature et en même temps des enjeux qui ne soient pas que géostratégiques. En ce sens, l'Europe fait le boulot avec notamment cette volonté, encore une fois, le programme Global Gateway, c'est de pouvoir aider les pays émergents, les pays en développement à pouvoir mieux se structurer, avoir des relations beaucoup plus fluides avec l'Occident également. La Chine est un partenaire, comme l'a dit Maud, qui consomme, qui produit beaucoup en termes d'effets de serre, mais malheureusement, qui n'a pas ce regard, j'ai envie de dire, éthique et vertueux pour pouvoir participer à cette transition écologique que nous appelons de nos voeux. Donc, tous ces pays-là, ni la Russie, ni la Chine, ne jouent un jeu véritablement vertueux et seule l'Europe, la France en particulier, le président de la République, initie cette problématique et on s'aperçoit qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à faire partager ce sentiment avec ces pays comme Russie, Chine et même certains pays d'Afrique qui sont sensibles aux sirènes chinoises. Bon, mais je crois qu'on va devoir conclure. D'abord, il est 20h, 20h02 ou même 3, et je vous remercie beaucoup tous les deux, Max et Maud, d'avoir pris de votre temps, d'avoir participé activement à ce débat, d'avoir évoqué tous les sujets qu'on a explorés trop rapidement sans doute, mais nous avez apporté des éclairages très précis sur ce à quoi vous participez, hein, que ce soit dans des commissions de travail, des textes que vous portez, des actions auxquelles vous avez contribué. Donc, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on aura d'autres webinaires de démocrates pour la planète, comme celui-ci. Euh, Merci à tous les participants. Je ne sais pas combien ils étaient. Peut-être que Maxime pourra nous le dire. On verra après, mais je pense que c'était au moins une soixantaine d'inscrits. Donc, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si... Non, Maxime ne m'a pas donné le chiffre, mais voilà, je le verrai tout à l'heure. Merci beaucoup et à bientôt et bonne soirée. À Au revoir. bientôt, Jérôme. Merci. Bonsoir à tous. Merci Jérôme, bonne soirée à À tous. tous. Au revoir, Maud. À bientôt.